Salut Xavier, ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Equity Conversation. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir ici. On a l'habitude de recevoir les acteurs du private equity et les acteurs engagés et qui font cette matière, cette discipline super intéressante. Et je suis très content d'avoir cette discussion aujourd'hui avec toi parce que je sais que tu exerces dans ce domaine du private equity depuis pas mal de temps et que tu le fais avec beaucoup de conviction, avec cette volonté de démocratiser le private equity, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de comprendre comment tu l'as fait depuis déjà pas mal de temps et aujourd'hui comment les choses évoluent dans la démocratisation du private equity, aussi de savoir comment tu l'as fait, quelles ont été tes motivations dès le départ. Je sais que tu as fait ça très jeune et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, savoir quelles sont les arrière-cuisines de ce qui a fait aujourd'hui la robustesse d'un 2-3 IM que tu as fondé sur les fonds baptismaux il y a déjà très longtemps. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer comment tu es arrivé à construire 1-2-3 IM dans sa configuration d'aujourd'hui, parce qu'elle a beaucoup évolué, et ça m'intéresse de savoir quelles ont été les recettes de ce succès. Avec grand plaisir, merci de me recevoir. Toujours ravi de parler à des nouveaux médias, surtout le média du podcast vidéo, voilà, qui prend de plus en plus de sens aujourd'hui dans la communication. Je crois qu'on a un peu de temps pour parler de tout ça parce que voilà, 1, 2, 3 IM, Investment Managers aujourd'hui, 1, 2, 3 Venture à l'époque, c'est comme tu l'as dit une très longue histoire. Il s'est passé, c'est une longue histoire parce qu'on l'a créé en 2000, je vais y revenir. C'est une histoire formidable. Pourquoi ? Parce que 25 ans après, on est toujours là et on est, j'espère que ça se sentira dans le podcast, on est toujours dopé à l'innovation, au développement, et toujours la même envie de créer quelque chose et de faire avancer les choses, notamment, effectivement, tu l'as dit, dans le private equity, dans le monde de l'épargne et plutôt à destination des investisseurs privés, même si on est omnicanal et on s'intéresse à tous les investisseurs, tous ceux qui ont de l'argent sont les bienvenus chez 1-2-3e, mais effectivement, le fait marquant depuis 25 ans, le driver, c'est de dire on veut rendre accessible, on veut bouger les codes, je vais y revenir tout de suite, mais quand on commence à l'âge de 25 ans, on est 3 associés, on a tous à peu près, en tout cas moi j'ai 25 ans, mes 2 autres associés, Olivier le fondateur 26 et Richard de mémoire 28. Voilà, on est obligé de faire les choses différemment parce qu'on est trop jeune pour répliquer ce qui existe déjà, et répliquer ce qui existe déjà quand tu es très jeune, ça, tu vas pas bien loin. Donc non, en tout cas, pour revenir à la conclusion, mais on va en parler tout au long de ce moment ensemble. C'est une très belle histoire humaine qui, comme dans toutes les entrepreneuriales, bien évidemment, humaine, avec mes associés, avec mes collaborateurs. Beaucoup du début sont encore là, et ça c'est vraiment pour moi un marqueur important, qu'on s'y sent bien chez 1-2-3e. Beaucoup sont arrivés en stage et beaucoup sont à mes côtés à la direction, donc ça aussi c'est important. C'est une société dans laquelle on donne sa chance, aux candidats, et c'est un peu le rêve américain. Là où dans le private equity, c'est pas souvent le cas, c'est un métier de caste. Voilà, c'est plutôt une charge qui se transmet. Je fais très attention, mais plutôt que quelque chose qui est à la méritocratie. Donc non, pour se présenter, donc Xavier Antonios, 48 ans. Père de 3 jolies filles, 11, 14 et 18 ans, donc marié depuis 20 ans. Je fêtais mon anniversaire de mariage il y a quelques temps. Sportif quand il a le temps, mais qui s'organise de plus en plus de temps pour gérer cet équilibre entre famille, travail et sport. Voilà, et qu'est-ce que tu fais comme sport ? Je fais pas mal de choses. J'essaie de courir 2-3 fois par semaine. Ah, super. J'essaie de jouer au tennis avec ma seconde fille. Je joue beaucoup au golf avec ma dernière fille. Je joue au golf avec ma deuxième fille. Je joue au tennis avec ma troisième. Voilà, et puis et l'hiver, beaucoup de ski également, puisque je suis au Savoyard, pour conclure ma présentation. Et à Paris depuis 25 ans, depuis 2000, où on a créé donc 1-2-3 Venture, cette société qui s'était fixé beaucoup d'objectifs et qui commence à quasiment tous les cocher. Mais 25 ans après, on y reviendra, l'entrepreneuriat, et c'est un temps long, l'entrepreneuriat. Justement, c'est ça qui était intéressant, parce qu'en 2000 quand même, et à 25 ans, se dire je vais monter une société de gestion,
qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour avoir, j'allais dire, cette audace d'y aller et de construire ce que vous avez construit aujourd'hui? Alors, c'est vrai que je pense qu'en 2000, quand on va chercher l'agrément, je crois qu'à l'époque ça s'appelait encore la COB, la Commission des opérations de bourse, avant de devenir l'AMF. Je pense qu'en 2000, quand on va demander un agrément, je pense que l'AMF, enfin ce qu'on a fait en 2000 ne peut pas se reproduire aujourd'hui. Déjà, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de sociétés de gestion aujourd'hui. L'AMF, les règles ont beaucoup évolué, sont beaucoup endurcies, et l'AMF est très sensible à la pérennité des structures. Et quand on arrive en 2000 quand on présente le dossier à l'AMF avec 3 jeunes qui ont 25, 26 et 28 ans, j'évoquais, avec un CV qui est d'une minceur effroyable. Aujourd'hui, vous serez stagiaire aujourd'hui, on serait, dans un fonds. On serait stagiaire dans un fonds. On serait à notre 3e stage pour essayer de récupérer un CDI intéressant dans un fonds de private equity. Donc non, il faut se remettre à l'époque. Déjà, je pense qu'on a été les plus jeunes à demander un agrément de société de gestion. En tout cas, dans le private equity, qui est, on en parlera de ce métier, mais qui est un peu, je fais attention là aussi, mais le sang bleu de la finance. Quand on parle, moi quand je me souviens, quand j'arrive en 2000 et je parle du private equity à des acteurs établis, parce qu'on sort d'école quasiment. J'ai mon associé fondateur Olivier Goy, dont on viendra, parce que qui est un personnage assez impressionnant, un ami et un associé voilà, assez impressionnant, que je souhaite à tout le monde d'avoir dans sa vie. Mais lui travaille déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Et effectivement, il a cette idée de se dire, il travaille dans un fonds de private equity, Partech, à l'époque, Partech Venture, ça devait s'appeler, donc anciennement Paribas Technologies. Et voilà, et on est dans une époque, il faut s'en souvenir, les années 2000, qu'on a connu il y a quelques années, qui est de nouveau en train de se calmer, hein, la vie n'est que fait de cycles, mais en 2000, on est juste avant l'éclatement de la bulle Internet, hein, avant 2002. Donc on est sur les débuts de l'Internet. Il y a quelques très très belles histoires dans l'entrepreneuriat, dans la technologie. Il y a les premiers entrepreneurs du web qui se sont montés, des Marc Simoncini voilà, qui ont perduré. Il y a quelques très belles histoires, très belles success stories. Il y a très peu de fonds de private equity par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, l'écosystème qui s'est fortement développé. Mais il y a et c'est pour ça qu'on a cet agrément et on a ce panache, parce qu'on est dans une époque, comme il y en a tous les 10 ans, d'entrepreneuriat très fort en France, où les entrepreneurs sont bien valorisés, tout le monde est d'accord, que ce soit les pouvoirs publics, les épargnants, toutes les contreparties sont d'accord pour et mettre en avant les entrepreneurs, ce qui n'est pas toujours le cas. L'entrepreneur n'est pas toujours très très bien vu. Donc là, on a envie d'innover, on a envie d'investir dans l'innovation, et on a envie de faire confiance aux jeunes, qui n'est pas toujours le cas non plus dans les différents cycles. Et là, on rentre dans cette période, on sort de l'école, on est juste avant l'éclatement de la bulle Internet. On aurait lancé le produit, la société 2 ans après. On y reviendra, on a pris le 11 septembre et on a pris l'éclatement de la bulle, mais ne serait-ce que 1 an après, la démarche n'est pas du tout la même, et 1, 2, 3 Venture n'aurait jamais vu le jour. Il y a aussi beaucoup de chance dans l'entrepreneuriat, il y a un effet timing qui est important. On le dit beaucoup pour la sortie. Il faut savoir sortir, mais il faut savoir rentrer. Et il y a des très bonnes idées qui ne percent jamais parce qu'elles ont été lancées trop tôt, parce qu'on a longtemps cru que c'était notre cas, parce que voilà, quand on est parti à 25 ans, donc on va chercher cet agrément MF. Alors, pour revenir, pardon, hein, c'est pas mal de digressions, et je compte sur toi pour m'encadrer, mais non, qu'est-ce qu'on pense à l'époque ? Ce qui est fou, c'est que quand on est entrepreneur à 25 ans, on est beaucoup moins structuré qu'aujourd'hui à 40-45 ans. Moi, quand j'écris mon plan de développement, quand je cherche à faire des acquisitions, voilà, on fait des conciliabules, on fait des réunions, on prend des conseils, on réfléchit, on se renseigne, voilà. Il y a beaucoup plus de monde autour de la table, disons. Voilà, on se pose beaucoup plus de questions. À 25 ans, on se pose pas vraiment de questions. On se dit, tiens, il semble y avoir un créneau, on connaît pas du tout les difficultés, on s'est pas du tout renseigné. On a fait un espèce de faux BP parce que... Heureusement, sinon vous n'y allez heureusement, pas. Sinon on va pas. Mais voilà, et puis parce que, encore une fois, c'est d'autres époques, c'est d'autres moments de sa vie, parce que à 25 ans, ce qui était notre cas, on n'a pas d'enfants, on n'a pas beaucoup de besoins. Voilà, on est très content de vivre dans 18 mètres carrés à Paris, et ce qui importe, c'est de trouver sa voie. Donc voilà, et l'idée, elle vient, pour rendre à César ce qu'il y a à César, c'est que moi je rencontre Olivier Goy, je sors d'école de commerce. Olivier, lui, je vous le disais, travaille chez Partech. Ouais.
Et au sein de chez Partech, on est vraiment, donc on est en effervescence du financement des technologies, des fonds de venture. Et ils constatent qu'il y a beaucoup de monde qui veut en être. Et il y a cet effet, encore une fois, qu'on va retrouver pas que dans la finance, mais dans la finance qui existe fortement. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui crée des déviances et des abus et des bulles. C'est le fait d'y en être. C'est comme le nouveau resto Branchou, c'est comme la nouvelle boutique, c'est comme on veut en être, on veut en avoir, etc. Et on a une époque où il y a quelques très belles histoires de capital risque qui sont sorties en 96, 97, 98. Il y a des belles success stories françaises, notamment des beaux fonds. Et les investisseurs privés fortunés, le microcosme parisien, les gens avertis, éduqués, ils veulent en être, ils veulent croquer, ils veulent investir. Eux aussi veulent faire des multiples de x10, x20, x30, qui sont ceux qu'on nous médiatise, sans nous dire qu'il y a 80% de déchets. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Et tout le monde veut en être, et on se dit, mais il y a peu d'élus. C'est un métier, le capital risque, on reviendra, et tu l'as souligné en introduction, on va parler de cette grande démocratisation du private equity, qui est un bien, dans le bon sens, mais attention au revers de la médaille. Mais nous, on a une autre époque, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer, hormis si tu es capable de mettre 1 ou 2 millions d'euros, rentrer dans l'écosystème des grands fonds de private equity, avoir accès aux meilleurs dossiers, c'est impossible. La barrière à l'entrée est trop importante. Elle est trop importante. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir des connaissances. Donc ça concerne que quelques dizaines, que centaines de familles, et plutôt concentrées à Paris. Et nous, on le voit de l'intérieur chez Partech. Et alors, vous allez chercher ces familles ? Donc, en 2000, on se dit, tiens, on va essayer, voilà, ces gérants inaccessibles, on va essayer d'être un intermédiaire, un transformateur entre ces grands gérants de private equity inaccessibles et ces clients privés et ces épargnants. Et notre rêve avant l'heure, c'était, on parlera de la vague des fintech qu'il y a eu ces derniers temps, mais on était, je pense, en faisant attention, mais avec beaucoup de modestie, mais la première fintech en France, puisque notre objectif était, encore une fois, de rendre, c'est ça un peu ce qu'on a vécu ces dernières années, rendre quelque chose d'inaccessible, accessible, simplement. Donc simplement dans la façon de souscrire, la façon de commercialiser, et surtout accessible à partir de quelques milliers d'euros. Donc nous voilà partis dans cette idée de faire rencontrer le monde de l'entrepreneuriat en France, donc les entrepreneurs via les fonds, et les mondes et le monde civil, le monde des épargnants. Le français moyen. Le français moyen, qui a un bout d'épargne, et à qui, à l'époque, ce qui est encore beaucoup le cas, même si... Parce qu'il y a beaucoup d'épargne en France. Il y a énormément d'épargne, et en 20 ans, qui se sont fortement développés. Mais avec un accès à l'épargne et une culture financière, on le sait en France, qui est pas très bonne, avec une culture du risque le français ne prend pas de risque par rapport à l'anglo-saxon ou l'américain. C'est pas dans la culture, effectivement. C'est pas dans la culture, une culture de risque qui est pas bonne. D'ailleurs, pour ça que les livrets A et le fonds en euros ont toujours cartonné, ou l'immobilier, qui a toujours été vu comme rassurant. Modulo quand ça se passe moins bien, ce qui est le cas depuis malheureusement quelques mois ou quelques années, mais le français est très averse au risque, et quand nous on arrive sur le marché, voilà, il doit y avoir le livret A, il y a le fonds en euros qui existe déjà mais qui rémunère bien, et il n'y a pas beaucoup de propositions de valeur. Et encore une fois, l'entrepreneur est mal connu, et pas connu, l'écosystème n'est pas développé, et notre métier c'est de dire, regardez, soyons fiers des entrepreneurs qu'on a en France. Regardez les belles histoires d'entrepreneurs. Il faut les mettre en avant, comme quelque part tu le fais à travers ces... là, on va parler de finance, mais j'aime bien raconter notre histoire d'entrepreneur. Mais bien sûr, ouais. Voilà, il faut plus... c'est plus souvent, à l'époque, il doit y avoir que Capital, le magazine Capital, qui doit exister et qui doit mettre en avant quelques histoires, quelques success stories, mais ça se limite à ça, cette feuille de chou. Mais voilà, et notre objectif a été pendant 20 ans de raconter l'histoire d'entrepreneurs à des épargnants français, à des réseaux de distribution, en disant c'est pas sale d'investir dans l'entrepreneuriat, c'est pas oui c'est risqué, mais quand c'est bien fait, quand c'est diversifié, quand c'est équilibré, voilà, normalement on a plus de chances de gagner que de perdre. Donc voilà, on a fait ce long travail, cette longue traversée du désert, j'y reviendrai, mais pendant 20 ans, d'essayer de rapprocher encore une fois des épargnants français, leur donner le goût du risque, le goût de quelque part
de participer eux aussi à l'entrepreneuriat français indirectement, eux aussi participer à ce qui est les forces vives de la nation française, que sont nos PME françaises et nos entrepreneurs qui créent des emplois, qui permettent de payer des charges, des impôts et de faire que la France n'est pas un si vilain pays que ça. Et comment vous avez fait au début? Alors, quelles étaient les premières cibles que vous aviez, la stratégie d'investissement et rapidement, vous avez dû avoir un track record encore pour faire grandir le fonds que vous aviez, enfin les fonds que vous aviez sous gestion. Alors, ce qui est très compliqué, c'est comme tout, et ça, nous on le vit tous les jours quand on finance des entrepreneurs. Et nous, on est passé par là. Et moi, je le vois, pardon, encore une digression, mais quand nous, on a le plus beau métier du monde aujourd'hui, c'est que toute la journée, on a des personnes qui viennent frapper à notre porte, des entrepreneurs, pour nous faire rêver et nous raconter des histoires incroyables, en disant j'ai envie de faire ci, j'ai envie de révolutionner ça, je vais révolutionner. Même des métiers simples, on parlera tout à l'heure des secteurs de prédilection qu'on aime, l'hôtellerie, un secteur qui est vieux comme le monde, c'est un secteur sur lequel on a beaucoup misé depuis une quinzaine d'années, parce que c'est un secteur qui s'est réinventé, l'hôtellerie. Mais la santé... Et pourtant, on avait dit que l'hôtellerie allait avoir des heures difficiles avec l'arrivée des acteurs comme Airbnb, etc. Et pourtant, il était très résilient. La nature s'adapte. Exactement. Et il y a toujours au sein de n'importe quel secteur des entrepreneurs qui disruptent, qui sont différents, qui savent s'adapter à cette concurrence. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Et la bataille sera gagnée. En tout cas, il y aura un juste équilibre entre le Airbnb et les hôteliers. Et tu as raison, ça ne les a pas empêchés de se développer, comme ça ne les a pas empêchés de rebondir après le Covid, même si ça a été très bien aidé par l'État français. Mais non, on a une chance inouïe, c'est de rencontrer les entrepreneurs qui sont bourrés d'idées, bourrés de testostérone et qui vous font rêver toute la journée. Et ce qui est triste, c'est de devoir leur dire non, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Ça serait trop facile. Et on n'a pas, malheureusement, on n'a pas l'argent illimité. Et nous, quand on arrive, on se dit, voilà, on écrit le business plan. Alors, je m'en souviens encore, le business plan, on devait lever, sur le premier fonds, on devait lever 100 millions d'euros. Donc, on s'était dit, 2000, on monte la société de gestion, on va déposer un dossier à l'AMF. On obtient l'agrément AMF en août 2021. Mais pour tout ça, on lève des fonds. Déjà, à l'époque, même s'il y a beaucoup moins de levées de fonds qu'aujourd'hui, même si on n'est pas une société technologique, on vend notamment à l'ancien employeur d'Olivier, Partech, on lui vend l'idée de créer, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est une initiative allemande, un Moonfair. Un Moonfair, c'est une plateforme digitale qui permet... alors les tickets d'entrée sont à 100 000 euros, ce qui est plus accessible que 2 millions d'euros, mais qui n'est pas encore accessible au commun des mortels. Mais voilà, en 2000, on a l'idée de dire on va créer une plateforme digitale, une plateforme un peu de crowdfunding, de sélection. Les clients iront sélectionner eux-mêmes les meilleurs gérants au monde de private equity à coût de quelques milliers d'euros et faire leur sélection eux-mêmes. Donc on écrit ce business plan, de monter cette plateforme technologique, d'aller négocier avec ces grands fonds de private equity, etc. Beaucoup d'auditeurs le savent, entre un business plan et la réalité des choses, il se passe un monde, et c'est bien de le savoir quand après on finance des entrepreneurs. On sait que ça se passe jamais comme prévu, que c'est toujours beaucoup plus compliqué, que c'est beaucoup plus long, et qu'il y a des pivots nécessaires sur le chemin. Et tu as un pivot nécessaire. Et on se dit, le temps de développer la plateforme, on va être des pragmatiques. Ce qui marque... parmi les valeurs d'un 2-3 IM et qui fait qu'aujourd'hui on est toujours là 25 ans après, encore une fois, c'est vraiment le pragmatisme, c'est de dire quand l'idée elle est trop compliquée, quand l'idée on sent elle crante pas, c'est de prendre le recul, c'est pas faire un déni. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'accrochent, qui sont sous perfusion et qui veulent toujours avoir raison. Non, mais j'ai raison, mais le marché c'est le marché qui a tort, c'est autres compte tort, c'est les autres compte tort. À un moment, quand il y a 15 personnes qui sont contre vous, faut juste prendre le recul de se dire voilà, c'est peut-être moi qui ai un problème. Voilà. Et j'en vois tous les jours, ils sont fous à aller, mais jusqu'où ils vont aller? Et en général, c'est jusqu'aux boutistes qui vont dans le mur et qui mettent dans le mur tous les investisseurs, malheureusement leurs proches dedans. Et nous, on a toujours ce recul nécessaire de se poser les bonnes questions, d'être terre à terre. C'est peut-être notre côté Olivier Gouault aussi au Savoyard, peut-être terrien, montagnard, un peu paysan, c'est peut-être exagéré parce que. Mais on a l'expression le bon sens paysan, et je pense que c'est ce qui manque peut-être aussi beaucoup. Alors je voudrais pas comparer
les grands incubateurs et le rêve américain de certaines personnes qui rêvent de licornes, etc. Je pense que les licornes, parfois, le bon sens paysan, ça leur ferait pas de mal non plus. Et tu as 100% raison, c'est ce qui s'est passé en 2002, c'est ce qui se passe en ce moment aujourd'hui sur le marché de la tech au monde, en France, et qui est malheureusement... Qui est une faute partagée. Il y a les entrepreneurs, mais il y a les fonds aussi qui sont beaucoup derrière. C'est l'écosystème qui pousse. Il faut toujours aller plus vite. Il y a beaucoup d'argent et on les pousse un peu à la faute. À partir du moment où tout le monde veut en être, il y a un moment la température elle monte et exactement. Il y a le thermomètre qui casse parce que quand on fait monter les valos, il faut qu'il y ait une réalité, j'allais dire business derrière, sans quoi, sinon le thermomètre explose quoi. On est d'accord. Et nous où on s'en est bien donc on a toujours ce côté terrien, et quand on a vu que le projet de plateforme, de digitalisation, etc., ce qu'on a mené, j'y reviendrai, ces 5 dernières années, mais il a fallu attendre 20 ans. Parce que ce qui est devenu une réalité ces 5 dernières années chez nous, comme sur le marché, on l'avait imaginé il y a 25 ans, en 2000. Sauf qu'en 2000, le marché n'était pas mûr, le marché de l'épargne, le marché des intermédiaires financiers, des banques, la technologie, l'Internet n'était pas assez puissant, les outils, la tech n'était pas assez puissante pour donner sens au projet qu'on avait. Et les épargnants non plus n'étaient pas suffisamment sensibilisés au milieu de l'entrepreneuriat. Mais rien. Parce que avant de dire en soirée j'étais entrepreneur il y a bien longtemps, c'était quand même pas... la meilleure signature. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est fier de venir en soirée et de dire je suis entrepreneur, je suis mon propre patron, j'ai ma boîte, etc. Et c'est devenu quand même quelque chose de très valorisant. De valorisant et un statut social. Tu as raison, et d'ailleurs à l'époque, on se le dit souvent avec Olivier et moi-même, on n'a pas fait, on a fait des bonnes études d'école de commerce, mais moyenne correcte, on n'a pas fait HEC, Polytechnique, etc. Et heureusement, quelque part, parce que heureusement, ça c'est pour ceux qui ont pas réussi, j'ai préféré faire autre chose. Non, on a bien évidemment... En tout cas, c'était comme ça, et c'est ce qui nous a permis... On n'était pas éligible à ces parcours-là, mais ce qui nous a empêché de rentrer dans un cursus, quand tu sors à l'époque, c'est en 2000, alors il y a l'entrepreneuriat, mais 2001, derrière 2002 avec la crise, tu as un très bon CV, tu vas te réfugier chez un McKinsey, chez un JP Morgan, tu vas dans des grosses institutions. Je dis pas que c'est un mal, mais bon, tu rentres dans un moule, tu es salarié, tu gagnes très bien ta vie, tu es prisonnier par ce gain, et t'en sors jamais. Et quand si tu veux, moi je le vois, on en parlera aussi, si tu veux entreprendre à 40-45 ans, c'est pas impossible. Mais bon, quand tu as eu 25 ans de mindset de salarié dans des grosses structures, c'est plus compliqué. Que tu as 3 enfants et que tu as un prêt immobilier à rembourser, exactement. Tu dis difficilement à la famille, écoutez les amis, j'arrête tout et on va commencer un truc from scratch. Exactement. Et puis, encore une fois, tu es moins bien formaté, tu as un équilibre de vie qui n'est pas compatible avec celui quand tu as 45 ans et tu as très, très bien gagné ta vie. Tu n'as pas un équilibre de vie qui est compatible avec la combativité qu'il faut et l'explosion qu'il faut pour créer un business. Alors c'est pas réservé qu'aux jeunes, hein, et prendre le risque de le révolutionner, parce que du coup tu veux rester un peu dans le cadre, dans le moule, pour éviter de risquer quoi que ce soit. Je sens un peu la même chose, parce que du coup moi j'ai créé mon cabinet très tôt. Beaucoup m'ont dit effectivement au début t'es sûr, mais au fond je pense que la configuration dans laquelle j'étais, comme tu dis, jeune, sans enfant, et avec faim, j'étais pas rassasié, ça m'a permis de construire ce que je suis en train de construire, et de prendre le risque de faire des pas de côté par rapport à ce que font mes confrères, des cabinets dans lesquels j'étais, et c'est ce qui m'a permis de créer une valeur unique, disons, sur le marché. Donc c'est ça, véritablement, qui était aussi ma force, alors que certains le voyaient comme... parfois une étrangité. Exactement. Mais voilà, mais nos parents les premiers, nos proches, enfin ceux qui vous veulent du bien, qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu vas pas, tu devais travailler chez un Big Four, moi j'ai fait un peu de droit, j'ai fait une école de commerce, mais pourquoi tu rentres pas dans un... Voilà, j'ai rencontré, écoute, un mec, il est extraordinaire, mais c'est comme ça, écoute, l'histoire, elle est... Et on se lance de façon pragmatique, donc pardon, comme quoi les choses se passent jamais comme prévu. Le premier véhicule qu'on lance, donc le 4 septembre 2001. Donc on a l'agrément de l'AMF pour lancer un fonds de fonds accessible à partir de 4 000 €.
avec un super partenariat à l'époque avec Boursorama, qui n'est pas encore le Boursorama qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est simplement un site d'information financière, mais avec des jeunes qui ont monté ça, qui croient beaucoup à l'entrepreneuriat, qui croient beaucoup à notre démarche de démocratisation, etc., et sur lequel on fait un petit deal. Et on se dit, ils commencent à promouvoir notre produit sur leur site en quelques jours. Parce que là, tu es en concurrence sur Boursorama, tu es en concurrence avec le côté, finalement. Alors, à l'époque, Boursorama est simplement un site d'information. Donc, il met à jour effectivement il donne de l'information financière sur les SICAV, sur les fonds communs, etc. Il vend pas, il fait pas de transaction. Et il met en avant notre produit qui est révolutionnaire en nous mettant en avant. Et là, on reçoit des milliers de demandes d'informations. Il joue le jeu. Oui, à l'époque, tu as raison pour revenir sur ta question. Il n'y a pas, encore une fois, en produit d'épargne, les gens font des livrets, de l'assurance vie avec beaucoup de fonds en euros. Parce que le fonds en euros, qui est garanti, plus ou moins liquide, normalement, il offre des rendements qui sont aujourd'hui, ils ont remonté un petit peu, mais qui étaient supérieurs à ces 10 dernières années, donc des rendements à l'époque de 5-6%, ce qui satisfait beaucoup de gens d'avoir de l'épargne qui travaille, l'épargne sécurisée, garantie et liquide à 5-6%, c'est magique. Il y a assez peu le marché du côté des actions françaises, européennes, pays émergents, on n'en est pas encore là, c'est le tout début, mais on est sur des actions françaises et européennes. Oui, ça commence, et notre réel, les alternatives dans l'épargne, c'est ça, c'est les fonds actions, c'est un peu d'immobilier, déjà, un peu d'immobilier de bureau, un peu d'immobilier de professionnel, mais il n'y a pas grand-chose. Et tout s'arrête donc une semaine après, quand le 11 septembre, le monde s'arrête avec le 11 septembre, plus personne n'a envie de prendre de risques, tout le monde devient averse au risque. Et à ce moment-là, tu dis que l'aventure 1, 2, 3 Venture est mort-née. 1, 2, 3 Venture, elle est mort-née parce qu'on fait une petite levée de fonds qu'on dépense intelligemment pendant 2 ans pour aller évangéliser, pour essayer d'aller vendre ce fonds de fonds. Donc on prend le 11 septembre, une semaine après avoir lancé le produit. Donc là, on avait eu beaucoup de marques d'intérêt. Du jour au lendemain, 20-30 000 demandes d'informations. On envoie des plaquettes à l'époque, j'envoie pas beaucoup d'emails, etc. Des plaquettes papier, dans les courriers, on affranchit tous au bureau. Il n'y a pas de retour, il n'y a plus de ce silence radio. Donc on se bat quand même parce qu'on nous a confié de l'argent, on a de l'argent sur les comptes pour essayer de lever de l'argent. Là, on avait un business plan à 100 millions d'euros de collecte sur le premier produit, complètement déconnecté de la réalité parce qu'on n'a jamais vendu un produit d'épargne. On sous-estime dans la finance le poids de la marque, de la crédibilité et du track record. On se dit dans la finance, nous on arrive, on se dit s'il suffit d'avoir un produit innovant pour que les gens achètent. Non, les gens ils n'achètent pas un produit innovant, les gens ils achètent une institution, ils achètent Lazare, ils achètent Rothschild, ils achètent BNP, ils achètent des marques qui sont là depuis toujours, qui communiquent, qui voient. Ils vont peu à l'aventure. Ils vont avec une nouvelle marque. Ils ont 100% raison. Tiens, d'ailleurs, en parlant de marque, pourquoi 1, 2, 3 Venture ? Pourquoi 1, 2, 3 Venture Parce que vous étiez 3 associés ? Alors pas du tout, c'est assez un hasard. Pourquoi 1, 2, 3 Venture ? Parce que quand on nous demande de déposer la société et qu'on n'a aucune idée, parce qu'on n'est pas on est innovant, mais on n'est pas forcément des créatifs de génie au niveau marketing, et on est tous les 3 une petite structure. On se dit tiens, pour être en tête des classements dans les magasins, dans les annuaires, etc. Ce qui est pas stupide quand même. Le mot 1, 2, 3, il est beaucoup moins galvaudé qu'à l'époque. Depuis le 1, 2, 3 soleil, le 1, 2, 3 machin, 1, 2, 3 voyages, voilà. À l'époque, on est plutôt tout seul sur cette idée de 1, 2, 3. Et Venture, parce que Venture, c'est la marque de fabrique. Ça, on comprend. Mais et en se disant toujours on changera de marque plus tard et on prendra le temps de réfléchir. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avancer, c'est de faire de la collecte et on verra le marketing après. Et c'est comme tout, après tu as commencé à évangéliser un petit peu et tout le monde t'appelle par 1, 2, 3. Et même aujourd'hui, on a changé de nom, on s'appelle 1, 2, 3 IM Investment Managers parce qu'on a arrêté quelque part, ou en tout cas beaucoup moins de faire du venture, faire du capital risque, pour faire plus du capital développement, des opérations de LBO ou de dette privée. Voilà, j'y reviendrai pourquoi on a évolué sur ce sens-là, mais voilà, et après, les gens t'appellent 1, 2, 3 toute ta vie et c'est fini. Et donc, du coup, pourquoi ce switch entre le venture capital et... Parce que, alors déjà, quand on arrive en 2000, encore une fois, on rentre, nous on prend le marché comme il est, et les gens veulent en être dans le capital risque. À l'époque, en 2000,
aujourd'hui, on a différents mots pour parler des actifs illiquides. Hein, si je fais une grosse, sans faire le professeur d'école, mais voilà, il y a le monde des actifs illiquides qui s'oppose au marché coté, liquide qui cote tous les jours. Dans le marché liquide, tu as plusieurs sous-catégories. Tu as le private equity, donc qui consiste à investir en fonds propres, prendre un risque en capital. Dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Tu as le métier de la dette privée, qui consiste à financer des entreprises. Donc le private equity, tu peux financer des entreprises très jeunes, matures, en phase de développement, en phase de transmission. Hein. Mais tu prends un risque equity, tu as un reward, tu as un revenu attendu qui est plus important. Mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Et tu es aligné avec le chef d'entreprise. S'il perd tout, tu perds tout. Tu as, je fais simple, hein, le secteur de la dette privée, qui est un outil qui existe depuis toujours, 2000, sur lequel on travaille nous depuis toujours de façon assez précurseur aussi. Fait partie de l'innovation qu'on a. Voilà, on était des premiers à travailler sur la dette privée il y a 15 ans, qui s'est beaucoup développé depuis la crise financière de 2008-2009, quand les banquiers ont commencé à fermer le robinet du crédit. Comme la nature a horreur du vide, il y a des fonds d'investissement qui se sont dit moi je vais faire le banquier à la place du banquier. Je vais prendre un peu plus de risques, je vais demander un rendement un peu plus important que le banquier, mais moi je vais continuer à assurer du financement. Donc ça c'est la partie dette privée. Tu as la partie infrastructure, voilà, qui consiste à financer des grands projets, les autoroutes, les aéroports, les cliniques, souvent en partenariat avec du public. C'est des actifs beaucoup plus long terme, où tu as une visibilité, une sécurité. Par contre, tu es un peu plus long. Voilà, donc, pardon. Et à l'époque, donc, en fait, le marché des actifs, en fait, aujourd'hui, quand on parle de non coté, c'est beaucoup de réalité. C'est un marché qui est extrêmement profond. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de spécialistes, il y a autant de spécialistes qu'il existe de niches, de zones géographiques, etc. Et à l'époque, tout le monde, quand on parle de non-coté, tout le monde ne pense qu'au venture capital, au capital risque. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui... Les gros multiples, les success stories. Exactement, c'est ce qu'il y a de plus brillant. Les autres classes d'actifs existent un peu, mais elles sont moins fulgurantes. Elles sont moins marketing, elles sont moins visibles. Et le venture capital, il arrive des États-Unis. Encore une fois, tous les billionnaires, ils viennent les milliardaires viennent du venture capital, et souvent des mêmes fonds aux US. Mais et la même localité dans la baie de San Francisco. On le sait tous. Et voilà, ça commence comme ça arrive en France, c'est ce qui excite tout le monde. Donc au début, on se dit, encore une fois, nous on est des commerçants, hein, donc on construit, mais dans la vie, si tu n'es pas commerçant et pas pragmatique, tu dures pas longtemps. Donc encore une fois, avec l'idée de se dire, peut-être qu'on a des convictions, oui on a des convictions, mais la conviction ne doit jamais faire ombrage à la réalité du marché. Et il y a une réalité de marché. À l'époque, nous, on pense que faire du capital risque, c'est un peu dangereux parce que c'est le segment le plus rentable et c'est le plus risqué. Néanmoins, le marché il achète ça. Donc, on se met à faire du capital risque. On prend un nom de faire du capital risque. On en fait de 2001 à 2006-2007. Et donc, on prend l'éclatement de la bulle. Vous avez des gros succès dans cette période ? On a plus de succès. On en a un très gros qui est Criteo, qui a été une des plus belles. Qui a fait une IPO aux États-Unis, sur lequel on est sorti, on est resté, on a pris la période de lock-up, je crois qu'elle était de 9 mois, 12 mois, et ensuite on est sorti, on a mis à l'époque 1 million d'euros à travers différents fonds, et on a récupéré 80 millions d'euros. Donc c'est notre plus belle success story, invité, et il faut le citer aussi à l'époque par le fonds Elaya, Marie Eklang, donc voilà, qui nous avait présenté le dossier, parce que c'est ce qu'on savait faire. Nous on était jeunes, on n'avait pas, mais on savait s'appuyer et suivre les recommandations de gens plus expérimentés que nous à l'époque. Et là aussi, il ne faut pas être trop prétentieux. Il y a des gens qui étaient là dans ce métier depuis bien plus longtemps que nous, qui avaient le réseau, qui avaient le savoir-faire, et ne serait-ce que co-investir avec eux a été une chance. Non, on a plus gagné que perdu. Néanmoins, le constat qu'on a fait sur le venture capital, c'est que pour un investisseur privé, je fais attention parce que je ne veux pas, je médis pas sur cette classe d'actifs, elle est importante et voilà. Et je dis pas que c'est pas bien d'investir, mais pour un investisseur privé patrimonial,
les gens qu'on cherche, hein, c'est pas le meilleur outil de gestion de son cash. C'est le reward n'est pas assez important par rapport au risque pris. Pour quelqu'un d'averti, qui a une surface financière importante, il faut faire un peu de capital risque. Hein, oui, une portion limitée. Mais une portion limitée. Mais pour un investisseur patrimonial qui a quelques dizaines de milliers d'euros à investir, encore une fois, nous, on est à cheval entre... on est un fonds de private equity, mais on est quasiment aussi une banque privée. C'est-à-dire que notre objectif est de conseiller des clients privés, des conseillers en gestion de patrimoine sur un métier qu'ils ne connaissent pas du tout. Et l'idée, ce n'est pas juste de leur vendre notre fonds, c'est de les avoir dans le temps, c'est de les aider à construire une allocation d'actifs, essayer de construire et à chaque client, typologie de client, correspond un produit, correspond un secteur du non-coté. Voilà. Okay. Et nous, on a vite compris que sur notre segment à nous, ce qui nous intéressait, la démocratisation des épargnants français, le capital risque n'était pas le meilleur outil. Donc en 2007-2008, voilà, on a financé plutôt des opérations de capital développement, donc des entreprises plus rentables. Avant d'aller sur le capital développement, il y a un truc ça m'interpelle parce que on a parlé de la démocratisation qui a fait un énorme bond, et probablement que votre travail de pionnier là-dedans a permis cela. Et on voit de plus en plus des plateformes de crowd equity, pour ne pas les citer. On a Tudigo, WeFund, etc., qui, eux, précisément, visent du venture capital, avec évidemment des petits épargnants. Je pense que même le ticket est en dessous d'ailleurs de 5 000 euros. Tu as un avis sur le développement de ces plateformes qui grandissent fortement aujourd'hui? Non, j'ai alors... Parce que ça vient largement puiser dans la capacité d'épargne des Français, pour le coup, moyen. Et là, pour le coup, la barrière est complètement levée. La barrière est complètement levée. Alors, il y a eu quelques générations de plateformes. Comme tu l'évoques, plateforme de crowdfunding ou de crowdlending. Tu as eu le prêt et l'equity. Ça a dû commencer en 2012, 2013, 2014, les premières, qui, alors au début, on s'en souvient, c'est pareil, comme d'habitude, ça vient des États-Unis, je crois que c'est Kickstart, qui était au début, c'était du don, en disant, tu veux un produit, il y a un produit, quelqu'un a une nouvelle idée de produit, n'importe quoi, drone à l'époque, je me souviens, parce que j'avais regardé un truc pour quand tu skis, qui te suit, le drone qui tu fais des précommandes. Tu fais des précommandes, tu fais précommandes, tu finances et tu auras accès en premier à un produit. Donc c'était pas du don, du troc, voilà, mais de l'investissement. Et ensuite, il y a eu ces plateformes qui sont arrivées. Il y a eu plusieurs vagues dans ces plateformes. Je vais revenir sur ce qui se passe aujourd'hui, où il y a une meilleure réussite. Mais quand ça a commencé, donc les plateformes ont commencé par vendre des dossiers de capital risque. Déjà, c'est important. Il faut les féliciter parce que c'est un maillon du financement qui est ultra important. Parce que souvent, ces plateformes, elles finançaient... En fait, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces plateformes? Elles ont digitalisé les business angels. Le business angel a toujours existé, est un maillon indispensable du financement des entreprises. Une entreprise early stage. Exactement. Le premier à mettre le ticket qu'il faut. Voilà, il y a le friends and family, la famille et les proches et les amis. Ensuite, il y a le business angel. Ensuite, il y a le fonds d'amorçage. Ensuite, il y a le fonds growth. Et ensuite, il y a le fonds de capital développement, le fonds de LBO, etc. C'est une chaîne alimentaire de private equity où, à chaque moment de vie de l'entreprise, tu as un fonds qui va avoir les compétences et les moyens financiers pour t'accompagner. Et il n'y a rien de pire, comme dans toute chaîne alimentaire, qu'il manque un maillon, parce que s'il manque un maillon, et il manquait ce maillon du business angel, tu n'as jamais de boîte qui arrive en série A, série B, série C, tu n'as jamais de champion du monde, et tu n'as jamais de licorne française, donc c'est important. Et ce qu'ont fait ces plateformes en 2012-2013, elles ont digitalisé quelque part les clubs de business angel qui existaient déjà, beaucoup bâti à l'époque sur l'intérêt du... donc on a passé la crise financière, 2012-2013, on est de nouveau dans des marchés qui fonctionnent, les gens sont plus en confiance, l'économie est repartie, donc on est dans un bon cycle
pour reprendre des risques. Ouais. D'accord ? Deuxième sujet, ce qui a contribué à leur succès, c'est aussi, et je le sais parce qu'on en a bénéficié, c'est les incentives fiscaux attachés en France au financement pour les particuliers de l'innovation. On a toujours eu en France des incitations fiscales avec des réductions d'impôts sur le revenu ou des réductions à l'époque d'ISF qui consistaient à te dire tu mets de l'argent dans une PME innovante quelque part, l'État accepte, tu prends un risque et pour compenser une partie de ton risque, tu as tout de suite une réduction de ton impôt sur le revenu, ça existe toujours. De l'ISF, ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'ISF et on est sur de l'IFI. Mais donc ça s'est développé. Et aussi avec les entrepreneurs qui font eux-mêmes des exits et qui, avec les mécanismes fiscaux 150 obétaires, ont dû employer, etc. Invités aussi à rendre, j'allais dire, l'appareil en financement et en finançant voilà, également tu as raison, les futures cohortes de... S'ils veulent optimiser un peu leur fiscalité. Mais donc, ces plateformes sortent parce que déjà, elles sortent avec un objectif de digitalisation, de démocratisation, de rendre accessible effectivement quelque chose de assez difficile, c'est-à-dire qui était aussi un métier de happy few, hein, faire un tour de table d'une boîte tech, sauf si vous êtes avocat, il y en a pas mal, dans le monde du financement, etc., ou entrepreneur, parce que vous êtes d'autres copains entrepreneurs. À l'époque, vous n'étiez pas invité à des tours de table. Donc ça permet de rentrer dans ce cercle fermé des investisseurs en capital risque, donc ça excite pas mal les gens. Je te dis, il y a ces incentives fiscaux. Et le troisième leitmotiv, enfin, on est dans une période où on se sent mieux, où la crise financière de 2007, 2008, 2009 est derrière nous, donc les gens, il y a de l'épargne, ont envie de réinvestir. Alors ça a été assez rapidement un échec, parce que en fait, le problème, c'est qu'un business angel, on a voulu digitaliser et rendre accessible par la digitalisation, par l'outil tech, en disant, regarde, c'est une plateforme, en 3 clics, tu vas pouvoir investir 200 € dans une start-up ou une biotech. C'est génial, mais c'est pas parce que c'est simple d'investir et de le faire en 3 clics et de mettre que simplement 200 € que c'est adapté à un client qui met 200 € d'investir dans une biotech. Tu n'investis pas dans une biotech si tu n'as que 200 € à mettre. Et d'ailleurs, les business angels, les clubs de business angels, en région, en province, qui existent toujours, quand ils mettent de l'argent, ils ne mettent pas 200 €. Ils investissent chacun 50 000, 100 000. Ils s'engagent à mettre... Ça veut dire qu'ils ont pris la mesure, enfin, ils ont la surface financière pour le faire. C'est des gens plutôt avertis. C'est ces chefs d'entreprise que tu évoquais, qui ont cette culture, qui ont été entrepreneurs. Et ils le font ensemble parce que dans ce cas-là, ils peuvent viser 10 dossiers. Exact. Et c'est ce qui est recommandé. Exactement, c'est ce qui est commandé. Mais simplement, à l'époque, c'est là aussi, on vit le même phénomène aujourd'hui dans les fonds, la démocratisation du private equity. Il faut faire attention, c'est pas parce que c'est plus simple de souscrire que c'est plus et ça c'est mécaniquement éligible au plus grand nombre. C'est faux. Et ce qui s'est passé à cette époque 2012, 2013, 2014, 2015, quand ces plateformes de crowdfunding equity se sont levées, c'est qu'on leur a fait des très belles promesses de start-up sur lesquelles tu connais l'histoire, c'est que 2 ans après, tu en as 80% qui ont déposé le bilan. Donc ces plateformes, elles sont mornées. Ces plateformes, et je vais revenir, certaines ont survécu et pourquoi, mais en changeant de modèle, en pivotant. Donc ceux qui sont à la tête de ces plateformes sont des gens intelligents, mais le financement en ligne de dossiers de capital risque, qui est en train de revenir avec des SoWeFund, c'est des bons exemples, etc. Mais à cette époque, meurt assez vite, parce que tout de suite, les mauvaises nouvelles, elles arrivent. Dans le capital risque, les bonnes nouvelles, elles prennent du temps. Hein. Nous, pour te reprendre le dossier Criteo, pour faire 80 fois la mise, on a dû rester 9 ans. Bon, 9 ans, mais ça paraît long, mais c'est le temps normal. Hein, pour sortir d'un dossier, d'un beau dossier de capital risque, c'est le temps normal. Tu peux sortir plus vite, mais tu fais des petits multiples. Et malheureusement, encore une fois, dans les 2-3 ans, c'est les stats, 80% des dossiers, surtout... C'est du suramorçage qui est sur les plateformes. Ouais. Parce qu'un chef d'entreprise qui a une idée géniale, tech, si son idée c'est génial, la première chose qu'il veut faire, il ne va pas sur des plateformes.
Il y a déjà des allocations pour des fonds d'investissement qui préemptent tous les tickets. Exactement. Le mec qui a l'idée du siècle, qui est génie, qui est bien encadré, qui est connecté, etc. En 3 minutes 30, il va voir les 3-4 fonds de la place et les gens s'arrachent pour rentrer chez lui. Et il préfère aller chez un fonds parce que c'est plus discret, parce qu'il a des vrais consacres, parce que les fonds sont internationaux, il sait qu'ils vont lui ouvrir des portes partout et qu'ils seront derrière là sur des tours de financement et que personne n'a envie de gérer des centaines, même si c'est géré par des SPV, par des structures intermédiaires, personne n'a envie de se gérer des milliers d'investisseurs. Modulo, il faut faire quand même attention parce que les dossiers qu'il y a sur ce type de plateforme, c'est peut-être finalement pas les meilleurs. Voilà, c'est pas les meilleurs. Même si ça, le métier s'est professionnalisé. Encore une fois, je ne vais pas citer de nom, je vais faire critiquer personne et faire de la publicité pour personne. Parce que toujours pareil, si vous en citez un, il y a toujours un autre qui dit pourquoi tu ne m'as pas cité. Mais, et c'était surtout à cette époque-là, 2012, 2013, 2014, j'ai rien contre le jeunisme, contre la jeunesse, parce que nous-mêmes, on a monté la boîte à 25 ans. Mais beaucoup de structures très jeunes qui se sont montées pour rendre accessible, qui avaient une vraie compétence marketing tech, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient une vraie compétence analyse de dossier. Déjà dans un écosystème qui est l'amorçage, qui est extrêmement exigeant et avec assez peu de compétences. Donc ce qui s'est passé, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu de la casse. Les plateformes ont failli arrêter. Et là, il y a le marché magique de l'immobilier qui est arrivé et du financement de la promotion immobilière. Moi, je le sais parce qu'on est précurseur aussi chez 1, 2, 3e sur ce métier du financement de la promotion. Là, on en fait depuis 2009 et on a accompagné la vague de développement de la financiarisation. Pas de l'immobilier, ça existait déjà les SCPI, mais les SCPI, c'est de l'immobilier de rendement. Tu achètes un actif, tu le conserves, tu le loues, tu as un loyer, un rendement, c'est pépère. C'est comme les Français, tu as un rendement de 4, 5, 6% par an et tu es tranquille. Nous, on a financé du private equity immobilier, c'est un peu plus sportif. Ça a pas mal de garanties non plus. Tu vas chercher des rendements supérieurs à plus de 10%. Et là, les plateformes de crowdfunding equity se sont mis là-dessus parce que ça avait un risque-rendement intéressant avec plus de visibilité sur les revenus, moins de risques apparents. Même si on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est loin d'être dénué de risques, le financement immobilier, et avec encore une fois des rendements alléchants et des périodes de détention plus courtes. Okay. Donc, oui, il y a eu ces plateformes, elles ont pivoté sur l'immobilier. Maintenant, tu as une deuxième vague de plateformes qui arrivent. On voit de nouveau arriver des plateformes de crowdfunding equity, mais montées par des entrepreneurs de la finance, des entrepreneurs tout court, et en ayant compris les erreurs passées, avec plus de maturité, et souvent en s'adossant à des vrais professionnels. Ok. Je reviens sur le cap développement. Ça veut dire que vous financez davantage de PME, des sociétés qui sont moins risquées, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont déjà rentables, qui font du chiffre d'affaires et qui ont du résultat. C'est ça que vous faites aujourd'hui maintenant ? C'est ça. En fait, on se dit quoi ? On se dit que faire rêver, encore une fois... l'investisseur très averti, très haut de gamme, vous ne le faites pas rêver avec des rendements de 7, 8, 9%. Et je ne parle pas de juste, il faut se remettre dans l'époque des 10 dernières années où les taux sans risque sont à zéro. Où votre argent en banque, il ne vous rapporte rien. Et quand vous offrez 6, 7, 8%, vous êtes très largement au-dessus du fonds en euros qui est à 1,5, du livret A qui est à 0,50, 0,25. Le client très fortuné, vous ne le faites pas rêver avec 6, 7, 8%, parce qu'il a accès à des produits d'une sophistication qui fait que lui, de toute façon, il veut chercher du 15-20% de rendement. Bon. Mais l'épargnant moyen français, à 6, 7, 8%, c'est déjà des rendements qui surperforment par rapport à tout ce qu'on lui propose par ailleurs dans sa banque ou auprès de son assureur. Donc, il n'y a pas besoin, nous on estime qu'il n'y a pas besoin d'aller se mettre en risque à 15-20% et de prendre un risque inconsidéré qui n'est pas adapté à la typologie d'investisseur, et qu'avec du capital développement, avec de la dette privée, on peut avoir ces rendements de 6, 7, 8%. Et on n'a pas des rendements de 6, 7, 8% parce qu'on est plus mauvais, parce que vous avez des fonds de private equity qui vous affichent des rendements à 15-20%, mais de façon beaucoup plus incertain, beaucoup plus agressif, beaucoup plus... c'est, encore une fois, il n'y a pas de martingale dans nos métiers. Plus vous prenez de risques, plus il y a un rendement attendu qui est important, plus la volatilité est importante aussi. Ça, c'est le b.a.-ba de la finance. Et nous, on a cherché depuis toujours, depuis 2007, 2008, après avoir fini cette époque venture, où on s'en est bien sorti, l'époque venture 2000-2007.
On a eu la chance de co-investir, je l'évoquais, à côté de gérants comme Partech, comme Elaya notamment, à côté de gérants comme Alven, qui ont été des très très bons gérants, et sur lequel, encore une fois, on a fait gagner de l'argent à nos clients. Mais on a constaté que c'est comme tout, on avait peut-être eu de la chance. Faut le savoir, le reconnaître aussi. Ouais, tu sais, il y a des tas de gens qui disent je suis le meilleur gérant, etc., sans avouer qu'ils ont eu des bons cycles ou qu'ils ont eu parfois beaucoup de chance sur certains dossiers. Nous, on a eu de la chance. On a eu de la chance d'avoir Criteo, notamment Novaled aussi à l'époque, un dossier au début du système des LED, etc., un dossier franco-allemand qu'on a revendu à Samsung. Mais faut savoir quand tu as eu de la chance, et quand tu as eu de la chance, faut pas la pousser trop loin la chance. Donc faut sortir, faut poser le stylo, faut te dire ok, maintenant notre côté démarrage de la boîte 1, 2, 3 Venture IM, on l'a passé, on a fait gagner de l'argent à nos investisseurs, et quelque part maintenant on devient quelqu'un de Vous avez votre track record. Voilà, on devient quelqu'un de plus notable. Ouais. Et ce qui est dur, dans ton parcours entrepreneurial, c'est l'équilibre en disant est-ce que je deviens le gros notable du coin, sur lequel on attend de moi que je prenne plus de risques, du coup je vais avoir moins de rendement, et on sait que ta courbe de Gauss, ta courbe de performance qui fait que tu vas retomber dans un schéma où tu vas être moins performant parce que tu es plus gros, tu es plus fat, tu es rassurant mais tu as moins de rendement, et du coup avec des jeunes qui vont arriver comme nous on est arrivé à l'époque et qui vont te déranger. Donc c'est tout l'équilibre de durer 25 ans. Comment tu fais pour rester le tiers de confiance de tes contreparties tout en leur apportant de l'innovation et de la nouveauté. Voilà. Donc on est parti, on a eu plein d'innovations, mais on arrive à ce moment-là en disant il faut qu'on descende un peu le curseur du risque, qu'on aille financer des entreprises effectivement qui sont déjà rentables, avec des entrepreneurs jeunes, moins jeunes, voire certains très très expérimentés, sur des métiers, on se dit deux choses. Il faut qu'on aille sur des métiers moins volatiles, sur des métiers sur lesquels il y a la profondeur. Et vraiment, on fait un gros travail en 2000. Quand la crise, on oublie, on a vécu la crise de 2001, les attentats, le 11 septembre, 2002, l'éclatement de la bulle, le désamour, donc avec l'éclatement de la bulle, des investisseurs privés comme institutionnels pour le capital risque, les contre-performances qui sont arrivées derrière. Nous, on s'en est pas trop mal sortis, mais on sait qu'on a eu de la chance. On arrive 2007, 2 minutes, on se dit on va faire du capital développement. Là, il y a la crise financière, subprime. Là, pareil, on a de nouveau une crise de confiance des épargnants et des investisseurs institutionnels. Et là, on pose le stylo, on dit putain, ça va être compliqué. Comment on fait et quelle leçon on doit tirer des subprimes. Et la leçon qu'on a tirée des subprimes, c'est que il y a eu entre 2003 et 2007, 2008, il y a eu de très très belles années. La croissance économique et de l'industrie financière. Mais en fait, il y a eu des abus comme partout, et on s'est rendu compte que les investisseurs ne savaient pas ce qu'ils achetaient. Et c'est ce qui a blessé dans la crise des subprimes, c'est qu'à un moment, les investisseurs institutionnels comme privés n'écoutaient que la promesse de performance. On leur vendait de la performance. Madoff, on est l'exemple. Sans connaître le sous-jacent. Sans savoir ce qu'il y avait derrière. On disait n'importe quoi, ils croyaient tout ce qu'on leur disait. Ils ne savaient même pas, on s'en fout, ils avaient 8, 10, 15, 20%, rien. Et tout le monde voulait en être pareil. Et donc on s'est dit, il y a un besoin derrière, il y a un besoin de rassurer. Et comment on rassure ? En allant sur des business qu'on nous on estimait rassurants, mais surtout en allant sur des business que les clients comprennent. Il faut, si tu vends un produit qui n'est pas compris par le client et tu vends que la perf, et c'est là où moi j'en veux aujourd'hui à nouveau à ce marché qui est en ébullition, où je retrouve les mêmes travers que j'ai vécu en 2001, que j'ai subi en 2001, parce qu'on n'a jamais eu cette approche 1, 2, 3. Voilà, mais de mes concurrents, je trouve que la concurrence est de nouveau pas bonne en ce moment, parce que de nouveau, on parle que de performance et on n'explique pas les produits. Voilà, il faut expliquer, il faut qu'il y ait une adhésion du conseiller financier, du banquier et de l'investisseur privé aux produits, parce que... Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi que vous proposez comme produit ? Alors, en 2000, pour être très concret, on reste sur nous mêmes. En 2009-2010, on fait cet exercice, cet introspectif de se dire quels sont les secteurs sur lesquels qui sont des secteurs d'avenir pour la société. On dit, voilà, pareil, c'est un triptyque, on veut que ce soit des secteurs d'avenir pour la société, sur lesquels des thématiques de long terme, sur lesquels il y a un vrai besoin de financement.
Tu sais, il y a un autre adage qui dit que la meilleure la meilleure idée, c'est celle qui répond à une demande. C'est-à-dire que si tu crées quelque chose qui sert à rien, il y a peu de chances que tu ailles au bout de ton histoire. Il faut qu'il y ait vraiment... Et en général, la bonne idée, elle sert de quelque chose où il y a une faille, où il y a un besoin sur le marché, il manque quelque chose. Et nous, on se dit quoi? On dit qu'il faut redonner confiance, il faut trouver des marchés d'avenir sur lesquels on va pouvoir travailler longtemps et acquérir une expérience et une crédibilité, et des marchés profonds sur lesquels on va pouvoir déployer de l'argent et dans le temps. Et des métiers qui font du bien. On est précurseur aussi, je tiens à le dire, vraiment, j'insiste parce que on l'oublie souvent, on a été précurseur sur la démocratisation du private equity, on a été des précurseurs sur le côté ESG et impact. Ouais. Et assez rapidement, moins formalisé qu'aujourd'hui, et après le marché s'est organisé pour le formaliser avec tout un tas de labels et d'articles et de classifications qui existent. Mais très rapidement, on a voulu expliquer ce que l'on faisait, et vraiment la composante donner du sens à son investissement a été notre leitmotiv. Donner du sens, vous comprenez, et on vous a expliqué pourquoi c'est bien. Et les secteurs qu'on a choisis à l'époque, ils sont toujours là. Certains ont été plus ou moins en sommeil en fonction des périodes, mais les 4 secteurs qu'on choisit à l'époque, on en choisit plus, mais les 4 qui sont restés, c'est la santé, c'est le bien vieillir, c'est donc on a beaucoup financé, même si ça fait beaucoup de bruit, que le dossier Orpea, Corian notamment, etc. C'est le secteur des EHPAD, où on a voulu faire mieux que les autres, et avant les autres, on a levé un fonds impact à titre neuf, en investissant dans les EHPAD et en intervenant dans les EHPAD pour accompagner le personnel comme les malades, les personnes, les résidents dans les EHPAD, accompagner tout le métier de la santé, qui est un métier d'avenir, alors pas dans le côté biotech, et je finance de la recherche, mais dans le côté consolidation des métiers de la santé. Il y en a beaucoup, les laboratoires d'analyse médicale, les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies, les cliniques dentaires, les radiologues. Il y a beaucoup de professions qui se mettent ensemble, qui se réunissent. Ce qui est très concret et très quotidien pour les Français. Très concret, qui est très quotidien, où tu as beaucoup d'économies d'échelle. C'est des métiers sur lesquels on a une belle visibilité. Donc ça, c'est de nature à rassurer. C'est des métiers d'avenir. La santé, encore une fois, c'est un métier d'avenir. Donc ça, on est sur le sujet de la santé depuis toujours. On est sur le sujet du tourisme. En France, oui, on parle beaucoup de réindustrialisation. Et le fait que la France s'est appauvrie et qu'on ne construit plus rien en France. Ça, on en est conscient. Donc il y a 2 moyens. Donc soit vous dites et vous portez votre étendard en disant je vais réindustrialiser la France. Bon, il faut beaucoup de moyens. C'est un gros combat. Nous, on l'a pris différemment. On respecte, et il nous arrive de financer des dossiers industriels, mais on s'est dit quels sont les autres atouts de la France. Ok, elle a perdu son côté industriel. La France, c'est le plus beau pays du monde. C'est un des pays les plus touristiques au monde. Et il y a 10 ans, 15 ans, on constate que c'est, en termes de tourisme, c'est le pays qui a le parc hôtelier le plus vétuste, le plus cher, le plus vétuste et avec le moins de qualité. Et on se dit, voilà, la France a un boom, n'est pas aux normes par rapport à d'autres pays. Et il faut qu'on accompagne la réhabilitation, la transformation des établissements et finance des entrepreneurs jeunes, modernes, qui vont voir les choses différemment, qui vont s'inspirer, qui vont faire vivre des expériences aux clients. Et on a financé des cabanes dans les bois, des hôtels dans des parcs animaliers, des très beaux hôtels, des hôtels économiques aussi qui avaient besoin. Tout le monde veut sortir du Formule 1 qu'on a connu. On peut aujourd'hui faire des hôtels économiques qui sont confortables. On n'a pas dans la même pièce le toilette, la salle de bain, le lit, où c'est effrayant et c'est une expérience horrible, rien que pour soi, pour ses enfants. Quand on n'a pas les moyens, c'est horrible. Donc on a participé à ce côté développement du tourisme en France. On a été les premiers à financer et à accompagner le mouvement aussi qui est développement durable des campings, des écologes. On a été et on reste un acteur très présent dans la montée en gamme des campings, là aussi, où les gens ont besoin de... ça a été beaucoup vrai après le Covid, mais on était précurseurs bien avant le Covid. Les gens ont besoin de nature, ont besoin de choses, et redonner du sens aussi à leurs vacances, et de pas forcément vivre dans des très beaux hôtels, être dans la nature à un prix abordable, mais avec du confort quand même. Donc le tourisme, la santé, le logement, c'est chronique en France depuis
10, 15 ans, il y a un manque chronique de logements en France. On ne construit pas assez de logements. C'est pour ça qu'on a des logements chers. C'est pour ça qu'on a des logements vétustes. Et qu'encore une fois, il nous manque 400 000 logements de façon récurrente pour bien loger les Français correctement à un prix normal. Donc on a beaucoup, là c'est pas il y a 10 ans, accompagné le développement des promoteurs immobiliers qui étaient des gens, alors il y avait des très gros promoteurs, mais en région il y avait beaucoup de promoteurs qui faisaient étape par étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient fini une promotion, qu'ils avaient pris la marge de promotion, ils s'attaquaient à une nouvelle promotion et on leur a apporté des fonds propres pour qu'ils puissent grossir et mener plus de projets à la fois et qu'on mette plus de logements en service. Et ça, on a beaucoup contribué. Ça s'est calmé depuis 2 ans, mais parce que le marché de la promotion se porte mal, les taux d'intérêt sont hauts, et les gens n'ont plus les moyens d'acheter avec les taux qu'on connaît, le coût de la construction est élevé, donc c'est un marché qui est un peu à l'arrêt, mais encore une fois, c'est pas un marché qui est mort. Et le dernier, c'est celui de la transition énergétique, du développement des énergies renouvelables, sur lequel on est un acteur très important. On a fait l'acquisition d'une très jolie société il y a 3 ans qui s'appelle Lendosphère, qui est une plateforme de crowdlending, pas de crowdfunding, de crowdlending, donc qui fait du prêt, pour des développeurs qui développent des parcs éoliens photovoltaïques essentiellement, et qui lèvent, comme tu l'évoquais, des tickets de 50, 100, 1000 euros auprès d'investisseurs privés en direct. Mais ça, on l'a fait parce que c'est du crowdlending, c'est du prêt. C'est de la transition énergétique avec des développeurs qui sont rentables. Et je vais te donner un chiffre, c'est qu'en 7 ans que la plateforme existe, on est rentré il y a 3 ans, il y a 0 taux de défaut. Ah ouais. Donc, nous accompagner des investisseurs privés, faire mettre 5, 10, 200 euros à des épargnants qui veulent, eux, participer à cette lutte contre le réchauffement climatique, à leur conviction de développement durable, sans leur faire prendre de risques, ça c'est important. Voilà, là on fait coïncider le meilleur des mondes. Et c'est pour ça on s'est rapproché de cette structure qu'on a accueillie chez nous et qu'on est en train de développer et de faire croître. Donc voilà, la transition énergétique, le logement, la santé et le tourisme sont nos 4 piliers, les 4 piliers que l'on travaille depuis une dizaine d'années. On a été présent aussi, on est présent dans l'éducation, dans les écoles privées, dans les crèches. Voilà, il y a des choses, mais c'est des métiers sur lesquels il y a moins de profondeur de marché et il y a moins de dossiers que sur les 4 autres thématiques. Ok, on arrive à la fin de l'entretien. Le temps passe très vite. En quelques mots, sur la démocratisation du private equity, qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour pénétrer encore le marché, accéder aux Français en leur proposant des produits, j'allais dire, qui leur donnent envie, mais qui ne vont pas les dégoûter. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, sous notre impulsion, mais pas que. Il y a beaucoup de belles sociétés de gestion avec des beaux parcours. Beaucoup sont mortes. Beaucoup sont de nos confrères qui étaient sur la ligne de départ en 2000 ne sont plus là aujourd'hui. C'est un métier, la finance, où il y a beaucoup de gens intelligents qui se lancent. Donc, il y a une effervescence intellectuelle, il y a une innovation permanente dans ce métier, c'est ce qui est intéressant, ce qui nous permet, nous, les vieux loups, de pas s'endormir. Voilà, donc aujourd'hui, il y a la proposition de valeur, elle est là. Il y a des fonds, des vieux fonds, des fonds de private equity, pas des vieux fonds, des fonds de private equity expérimentés, qui étaient réservés qu'aux institutionnels, qui s'ouvrent aux particuliers. Il y a des fonds comme nous qui ont toujours été spécialisés sur les privés, qui sommes toujours là, toujours avec des nouvelles idées. Il y a ces plateformes de crowdfunding, il y a ces plateformes de crowdlending. Il y a un environnement qui est de nature à rassurer les clients parce que l'AMF a fait un énorme travail de réglementaire, de nettoyage, et il le fallait parce que c'était l'Eldorado et ça partait dans tous les sens. Donc voilà, on a des contreparties type des assureurs, des banques et des intermédiaires financiers qui se sont formés, qui se sont éduqués, même s'il y a du travail encore à faire, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, les professionnels de la gestion privée, de la gestion de patrimoine se sont intéressés et ont pris à bras-le-corps cette nouvelle classe d'actifs qui mettent de plus en plus dans l'allocation de leurs clients. Après, le taux de pénétration, on en est qu'à ses débuts. Il y a énormément de choses à faire. Pour l'instant, on a cassé la couche d'en haut. La couche d'en haut, c'est pardon d'anglicisme, c'est les ultra net worth, donc les très très gros clients privés, les high net worth, les clients privés qui ont un patrimoine financier de plusieurs millions d'euros, de quelques millions d'euros. Le challenge aujourd'hui, c'est encore une fois de casser la couche du patrimonial, ce qu'on a fait il y a 2020-2021
notamment avec BPI France. Ouais. BPI France s'est lancé sur le marché et a voulu montrer l'exemple. Enfin, quand on dit BPI France, c'est l'État français. Avec qui vous avez monté un fonds ? Exactement. On a été sélectionné parmi... on a gagné cet appel d'offres pour les aider à mettre sur le marché ce produit, ce très bon produit en 2020-2021, BPI France Entreprise 1, BPI France Entreprise 2. Pourquoi nous ? Parce qu'on a une très bonne connaissance de la structuration, de la mise sur le marché et de l'animation des réseaux de distribution et de la gestion du passif. Donc, les conditions de marché sont réunies, les acteurs sont là, il y a de l'appétit des investisseurs privés. Alors, dans des périodes comme on connaît aujourd'hui où les taux sont hauts, les taux sans risque sont hauts, ça ne va pas dans le sens du private equity parce que quelqu'un qui aujourd'hui avec son livret ou sans prendre de risque est rémunéré à 5%, ça vaut pas le coup pour la lui. Vérité, pour un épargnant lambda, pour un épargnant français, faire travailler son argent à 5%, c'est très bien. Encore une fois, on n'est pas sur une sophistication financière, on n'est pas sur des personnes qui veulent gérer et qui gèrent ça comme nous, les clients plus avertis. On va essayer de chercher des coûts, on va essayer d'avoir un rendement important et de booster notre épargne. 5%, c'est pas mal. Après, ils ont compris qu'il fallait de la diversification. Ils ont compris surtout que, ça c'est important, que ce n'était pas qu'une histoire de rendement, mais il fallait donner du sens à son épargne. Et je pense surtout aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, notamment la jeune génération, qui ne se retrouvent pas dans la finance, et ben on leur permet, avec quelques centaines d'euros, de coller à leurs convictions, de financer et de permettre le financement des énergies renouvelables, avec un rendement qui est meilleur que celui du taux sans risque, donc, puisqu'on offre des rendements sur l'endosphère sans en faire la publicité, mais quand même de l'ordre de 6-7%, avec des taux de défaut à zéro. Donc aujourd'hui, le seul sujet, pour répondre à ta question, c'est qu'il ne faut pas que le marché aille trop vite. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je les ai connus, ces époques, où il y a beaucoup de monde qui arrive, beaucoup de propositions de fonds ou de plateformes, où il y a beaucoup, pour se démarquer les uns des autres, il y a beaucoup de promesses. Il y a des gens qui ont un espace-temps qui est court parce qu'ils ont levé de l'argent. Il faut qu'ils aillent très vite, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Donc, ils sont prêts à faire des promesses et à dire des choses qu'ils ne devraient pas dire, voilà, pour faire de la survente. Et il ne faut pas que le marché se crame les ailes. Il ne faut pas qu'on fasse de fausses promesses, parce qu'il suffit qu'on ait quelques canards boiteux dans notre écosystème, qui, en général, ces canards boiteux, c'est ceux qui dépensent le plus d'argent pour faire le plus gros marketing, qui vont faire le plus de bruit. Et on connaît le revers de la médaille, c'est que quand, dans la presse ou auprès des clients, vous faites le plus de bruit, la presse n'attend qu'une chose, c'est de se dire, quand ça se passe mal, il va y avoir un revers de médaille. On ne retient que les trains qui arrivent en retard. Voilà, et ça, c'est ce qui me fait un tout petit peu peur en ce moment. Et ce que je veux dire au marché, si j'ai l'occasion de le dire, c'est comme dans tout, c'est quand les périodes quand il y a du monde, comme ça, quand c'est agité, quand on manque un peu de visibilité, on n'est pas dans une période simple. Ouais. Je ne parle pas que de ce qui se passe au niveau politique, mais globalement, on est dans une période compliquée, on le sait depuis quelques années. Géopolitique compliquée, économique et compliquée. Il faut se retourner vers les institutions ou vers les institutionnels. Si, il n'y a pas que nous, mais s'il y a des structures qui sont là depuis 20, 25 ans, dans nos métiers, on n'est pas là aussi longtemps par hasard. Parce que le juge de paix, c'est les promesses que vous avez faites. Le marché, il est transparent, tout le monde connaît les performances de tout le monde. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, etc. Si vous êtes là depuis 25 ans, c'est pas par hasard. Nous, on est indépendants, on est entrepreneurs. Il n'y a pas une institution qui nous envoie de l'argent tous les jours pour investir. Nous, tous les jours, notre médaille, on la remet en question. Et chaque fois qu'on va voir un client, avoir un réseau, on doit d'abord justifier ce qu'on a fait dans le passé. On doit expliquer pourquoi dans le futur, on va continuer à être bon et pourquoi ce que l'on fait est différent ou meilleur que les autres. Donc voilà, dans ces périodes troublées, attention, ça c'est le mot d'ordre que je dis aux investisseurs privés, ceux qui nous écoutent, ou aux intermédiaires financiers ou aux professionnels du droit ou du chiffre. Tournez-vous vers ceux qui ont fait leurs preuves, ceux qui ont un peu de rides, qui ont un peu de cordes sur les mains et qui ont vécu des périodes et qui sauront naviguer dans des périodes difficiles, parce que dans ces périodes qu'on va vivre, il faut avoir les reins solides, il faut être rentable, il ne faut pas dépendre que de levée de fonds. Il y a beaucoup de gens qui dépendent que de levée de fonds et l'argent n'a qu'un temps. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et en ce moment, vous l'avez vu, personne ne veut remettre de l'argent. Des structures, il y a des structures qui sont auto-rentables, qui connaissent le métier. Et donc voilà. Prenez votre temps et ne succombez pas aux sirènes de la performance ou du marketing ou juste de la tech. La tech, c'est bien, mais la tech, ça doit être accompagné d'une vraie consistance économique et une vraie promesse financière
qui existent. Le message est passé. Ouais. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci Xavier pour l'échange, c'était super intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement. À chaque fois aux invités, je leur demande quel serait l'invité que tu pourrais proposer et qui serait intéressant pour les discussions qu'on a sur le private equity et le M&A qu'on traite aujourd'hui. Ouais, j'en ai forcément pas mal. Après, il y a quelqu'un que j'aime forcément bien parce que c'est mon meilleur pote, c'est mon associé sur d'autres sujets. Il y a Olivier Goua, mais bon, il est très malade, donc il peut plus faire. C'est plus compliqué pour faire des interviews comme ça. Mais il y a quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, qui est pas un financier, mais ce que je dis, enfin si, qui est devenu financier, parce qu'il gère sa holding personnelle maintenant, après avoir très opérationnel, c'est Jean-Philippe Cartier. Ok. En 2 mots, au-delà de mon meilleur pote, c'est quelqu'un qui j'aime bien son parcours parce qu'il est autodidacte, donc il vient pas de la rue parce que son père était chirurgien, mais il a arrêté l'école à 16 ans. Il a commencé à vendre des jeux vidéo, des voitures de luxe, à monter un site à l'époque concurrent de la centrale qui s'appelait Autoréflex. Donc ça, il était entrepreneur, il a vécu beaucoup de levées de fonds, donc il a vécu ces levées de fonds. Okay. Il a fait du cash out. Ensuite, il a eu des restaurants, il est toujours dans les restaurants, il a fait beaucoup de dossiers en direct. Il est investisseur, parce que moi avec lui, comme je fais pas de venture avec 1, 2, 3, tu sais, nous c'est très contrôlé avec l'AMF. Ouais. Par contre, j'en fais avec lui. C'est-à-dire que nous, on a un petit écosystème parisien, ce que j'évoquais tout à l'heure. On nous propose pas mal de dossiers à droite à gauche, dans plein de choses, mais des choses qu'on comprend. Tu vois, pas des choses trop compliquées. Donc, je sais pas de quoi, on est dans le CBD, on est dans de la restauration, on est dans des cartes pour les jeunes, on est dans des voitures location électrique, on est chez Comet qui fait de la location de bureaux et d'événements, on est dans plein de petits dossiers, on en partage une douzaine. C'est souvent lui qui les initie. Moi, je co-investis avec lui, on a un petit club d'investisseurs. Il est plus hands-on, donc il n'est pas financier comme nous, il n'a pas de fonds, mais il a sa propre holding, il fait beaucoup de deals en direct, il connaît beaucoup l'écosystème, il a sorti beaucoup de deals. Ok. Et surtout, il est passionnant. Eh ben, on lui enverra une petite invitation. Non, mais avec grand plaisir, de ma part, je vous parle de vous. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui a cette facette, qui a eu plusieurs vies. Et si tu arrives à la voir, qui est très... et qui le relaie bien ce qu'il fera, qui a un gros réseau. Ok. Donc pour le business, génial. Pour la virtuosité des choses. Formidable. Merci beaucoup. Merci et à toi, vite. Merci à vous, messieurs. Salut. Au revoir.